Toute votre vie, vous avez grandi en entendant une promesse silencieuse, que les guerres en Europe appartenaient au passé, que des chars traversant des frontières relevant des livres d'histoire. Mais cette promesse a pris fin. Et elle n'a pas pris fin d'un seul coup, dans le fracas. Elle s'est terminée petit à petit. Un câble sectionné au fond de la mer ici, un drone perdu là-bas, une usine qui prend feu au milieu de la nuit. Jusqu'au jour où tout le continent s'est rendu compte de la même chose en même temps. La Russie n'est pas partie, elle a juste changé de tactique. Et l'Europe, qui a passé 30 ans à démanteler ses propres armées, s'est réveillée. De la frontière glacée des pays baltes jusqu'au cœur industriel de l'Allemagne, la plus grande course au réarmement que le continent ait connue depuis la guerre froide est en cours. Des murs de béton de 700 km sortent de terre. Le géant allemand qui s'entraînait autrefois avec des manches à balai achète maintenant des missiles capables d'atteindre Moscou. Et une alliance que tout le monde croyait morte prouve, sur la glace de la Baltique, qu'elle sait encore agir d'un seul bloc. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre ce retournement en 4 chapitres. D'abord, la frontière la plus tendue de la planète, et le type de guerre invisible qui s'y déroule. Ensuite, comment même une ancienne superpuissance a été prise au dépourvu. Ensuite, le réveil du géant endormi de l'Europe. Et enfin, la preuve que l'Occident, quand il le décide, sait encore mordre. Et la question qui relie tout cela est la suivante. L'Europe va-t-elle réussir à se protéger à temps ? Commençons par répondre à cette question exactement là où le danger est le plus réel, à la frontière avec la Russie. Juste à la frontière avec la Russie, quelque chose d'énorme sort du sol. Des rangées et des rangées de pyramides en béton plantées dans la terre, à perte de vue. Des tranchées assez profondes pour engloutir un char entier. Des champs de mines, des capteurs cachés dans la végétation. Il y a 700 km de ça, traversant 3 pays. C'est la plus grande construction défensive que l'Europe érige depuis la guerre froide. Personne ne construit cela par caprice. Personne n'enterre 700 km de béton à sa propre frontière sans avoir très peur de ce qui peut venir de l'autre côté. Alors vient la question. Ils attendent quoi ? C'est là que ça devient étrange. Cela fait 4 ans que la Russie essaie et n'arrive pas à prendre l'Ukraine. 4 ans. Alors, explique-moi une chose. Pourquoi, justement maintenant, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, les 3 pays baltes collés à la Russie, creusent-ils des tranchées avec la hâte de ceux qui attendent le char ennemi dès demain matin ? Que voient-ils que nous ne voyons pas ? La réponse à cette question ? Eh bien, cela en dit beaucoup plus sur le type de danger que la Russie est devenue. Et quand vous comprendrez ce qui se passe réellement à cette frontière, vous regarderez ce mur de béton d'une manière complètement différente. Commençons par regarder en face. L'état réel de cette guerre. Parce qu'il y a une énorme différence entre ce que la Russie avait promis d'être et ce qu'elle est devenue. Lorsque les chars russes ont franchi la frontière de l'Ukraine en 2022, le plan était de prendre la capitale, Kiev, en quelques jours. Cela devait être rapide. Ça devait être facile. Cela devait montrer au monde la puissance de la 2e plus grande armée de la planète. 4 ans plus tard, cette armée est embourbée. L'Ukraine non seulement a résisté, mais cette année, elle a même repris des territoires. Au début de l'année, pour la première fois depuis 2023, les Ukrainiens ont gagné plus de territoires qu'ils n'en ont perdu en un mois entier. La Russie perd environ 1000 hommes par jour, et elle s'est retrouvée avec si peu de blindés que le défilé de la victoire à Moscou, qui existe justement pour exhiber toute sa puissance militaire, s'est déroulé cette année avec presque aucun char sur l'avenue. Pour l'armée qui avait promis d'avaler l'Ukraine en une semaine, cela en dit long. Maintenant,
Garde cette image en tête pour l'instant. Parce que c'est ici que presque tout le monde tire la conclusion facile. La plupart pensent. Si la Russie a du mal à avancer en Ukraine, alors elle ne peut plus vraiment être une menace. Et c'est précisément là que réside l'erreur. Une armée embourbée abandonne-t-elle ? Oui. Il se peut qu'une armée abandonne. Mais un régime qui a tout misé sur une guerre, non. Considère la situation où s'est retrouvé Vladimir Poutine. Il a fait de cette guerre la raison d'être même de son propre gouvernement. Il a mobilisé toute l'économie pour cette guerre. Il a envoyé des centaines de milliers d'hommes à la mort. Un dirigeant dans ces conditions ne peut pas juste s'adresser à son pays et dire « Écoutez les gars, tout cela a été en vain. J'ai pensé qu'il valait mieux arrêter. » S'arrêter pour lui est plus dangereux que de continuer. Alors, si la porte d'entrée est fermée, si l'invasion par la force brute ne marche plus, que reste-t-il ? Il reste la porte de derrière. Et c'est là que les choses deviennent plus dangereuses. Parce qu'un ennemi acculé ne devient pas inoffensif. Il devient plus imprévisible. La vérité, c'est que l'ennemi qui a encore beaucoup à perdre, celui-là réfléchit à 2 fois. Quant à l'ennemi qui sent qu'il est en train de tout perdre, il commence à recourir à des moyens qu'il n'aurait jamais utilisés auparavant. La situation difficile dans laquelle la Russie s'est mise n'a pas éliminé le danger. Il a seulement changé la forme de ce danger. Il a remplacé le char qui arrive de face par quelque chose de bien plus difficile à voir, et bien plus difficile à combattre. Et tu sais ce qu'est cette porte dérobée, concrètement ? Eh bien, laisse-moi te raconter une histoire qui s'est vraiment passée au fond de la mer Baltique. La veille de Noël, un vieux pétrolier, du genre dont personne ne sait vraiment à qui il appartient, traversait la mer Baltique. En dessous de lui, au fond de la mer, passait un câble électrique qui relie la Finlande à l'Estonie. Et pendant qu'il naviguait, ce navire traînait son ancre au fond de l'océan. Pas seulement sur quelques mètres, sur plus de 10 kilomètres. L'ancre a déchiré le fond de la mer, comme un couteau, et a sectionné le câble électrique. Et ce n'était pas le seul. Il a aussi coupé les câbles de communication. La Finlande a saisi le navire. Voici le moment le plus révélateur de l'histoire. Ce navire faisait partie d'une flotte secrète de la Russie. La fameuse flotte fantôme. De vieux pétroliers sans propriétaire officiel, utilisés par le pays pour 2 sales besognes. L'une consiste à contourner les sanctions et à vendre du pétrole en cachette. Et l'autre, on est en train de le découvrir maintenant. Faire des dégâts au fond de la mer. Mais quand l'affaire a été portée devant la justice, le tribunal a relâché l'équipage. Ils n'ont pas prouvé l'intentionnalité. C'est là que réside le danger. Regarde, le dommage est réel. Le câble ça a été coupé, l'électricité a été coupée. Le préjudice était réel, mais à qui la faute ? C'est presque impossible à dire. S'agissait-il d'un sabotage ou simplement d'une ancre mal fixée ? On n'arrive jamais à le prouver. Et ce n'était pas un cas isolé. Il y en a eu au moins 11. Des incidents comme ça, dans la Baltique. Des câbles coupés les uns après les autres, toujours de la même manière, toujours impossibles à prouver. C'est la guerre. C'est une guerre faite pour ne pas en avoir l'air. Et il y a une raison très précise pour laquelle elle a été conçue ainsi. Il existe une ligne que la Russie ne peut pas franchir. Et cette ligne a un nom, l'article 5. Vous connaissez probablement déjà la règle. Une attaque contre un pays de l'OTAN est une attaque contre tous en même temps. Donc, si la Russie envahit l'Estonie avec des chars, elle ne fait pas face seulement à l'Estonie. Elle affronte les États-Unis, l'Allemagne, la France, le monde entier d'un seul coup. C'est le genre de guerre que personne ne veut déclencher. Alors, la Russie fait le calcul. Envahir ouvertement, avec des chars, déclenche l'article 5 et attire le monde entier contre elle. Mais couper un câble au fond de la mer, lâcher un drone qui s'est perdu en chemin, ou pousser délibérément des foules de migrants vers la frontière pour submerger le pays voisin. Rien de tout cela n'est assez clair pour déclencher la règle. Ce sont des dégâts sans signature. C'est la guerre qui reste sous le seuil. Et si tu penses que couper des câbles et lâcher des drones, c'est déjà un coup bas, attends, ça va empirer. Parce que le coup le plus calculé de tous ne vient pas du fond de la mer. Il est arrivé avec une signature au stylo sur un document officiel. En mai de cette année,
Poutine a signé une nouvelle loi. Et cette loi mérite toute votre attention. Parce qu'elle est la pièce la plus dangereuse de tout cet échiquier. La loi autorise la Russie à utiliser la force militaire pour protéger les citoyens russes à l'étranger. Les Russes qui sont emprisonnés, poursuivis ou persécutés par les tribunaux d'autres pays. Ça semble bureaucratique, je sais, mais fais attention à ce que cela signifie vraiment. Il y a environ 40 000 citoyens russes en Lettonie et plus de 80 000 en Estonie. Selon la nouvelle loi, si l'un d'eux est arrêté ou poursuivi, même avec toutes les raisons du monde, la Russie se donne le droit d'envoyer des troupes pour protéger cette personne. Vous venez de voir un prétexte d'invasion. Être fabriqué. Sous vos yeux. Et ce n'est pas une théorie. C'est exactement la même justification que la Russie a utilisée pour envahir la Géorgie en 2008. C'est la même justification qu'elle a utilisée pour prendre la Crimée à l'Ukraine en 2014. Nous ne faisons que protéger les nôtres. Cette excuse a déjà fonctionné 2 fois, et maintenant Poutine l'a transformée en loi. Il l'a laissée prête dans un tiroir, attendant le jour où il sera opportun de l'utiliser. Alors allons-y. Relis les pièces, car c'est là que le plan se révèle. Observe chaque élément séparément. Un drone qui tombe, c'est un incident. Un câble coupé, c'est un accident. Une nouvelle loi, ce n'est que du papier. Chacune, prise isolément, paraît insignifiante. Facile à ignorer. Mais les 3 ensemble, à la même frontière, la même année, ce n'est pas de la malchance. C'est un plan. Et le secret du plan, c'est celui-ci. Chaque pièce repousse la limite. Juste un petit peu. Aucune d'entre elles, seule, n'est assez grande pour commencer une guerre. Maintenant, dis-moi, si tu étais la Lettonie, l'Estonie ou la Lituanie, de petits pays avec la Russie juste à la frontière, tu resterais les bras croisés, à attendre de voir laquelle d'entre elles sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Bien sûr que non. Et c'est maintenant que ce mur de béton du début de la vidéo prend enfin tout son sens. Ces pyramides en béton que je t'ai montrées qu'au début, ce ne sont pas un caprice. Elles sont la réponse. Ce sont 3 rangées de béton. Tellement rapprochées qu'aucun char, aucun véhicule blindé ne peut passer entre elles. Derrière elles, des fossés arrêtent les chars. Des champs de mines, 700 km de tout cela, reliant les pays baltes à la Pologne. C'est la plus grande ligne de fortification que l'Europe construit depuis la guerre froide. Et il est prévu de tout terminer d'ici 2028. Mais ici, il y a un détail important. Beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un autre mur immobile, comme ceux utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, et que les Allemands ont simplement contourné. La ligne baltique est différente de cela. C'est un piège conçu à dessein. Le béton n'existe pas pour arrêter l'ennemi à lui seul. Il existe pour obliger les chars, qui avancent en file, à faire une chose, sortir de la ligne droite. Dévier, ralentir. Se faufiler par un passage étroit. Et ce passage mène droit dans la ligne de mire des armes. Derrière le mur, les lanceurs de roquettes à longue portée attendent, capables d'atteindre une cible jusqu'à 300 km de distance. Autrement dit, le béton n'arrête pas le char, le béton trahit le char. Mais le mur de béton n'est que la moitié de la réponse, car le béton ne tire pas tout seul, et c'est là qu'entre en jeu la carte maîtresse de l'Occident. Regarde, au même moment où le béton s'élève à la frontière, l'OTAN déplace des hommes. Beaucoup de monde. Il y a un corps d'armée entier, stationné dans la ville allemande de Münster. Ce corps est en train d'être déplacé pour prendre le commandement militaire de l'Estonie et de la Lettonie dès cette année. Un corps d'armée n'est pas un détail insignifiant. C'est une structure de commandement capable de diriger environ 50 000 soldats en cas d'urgence. Jusqu'à présent, toute la défense des pays baltes était coordonnée par un seul commandement, là-bas en Pologne. Avec ce deuxième commandement, l'OTAN double sa capacité de réaction dans la région. Le terme que l'officier a utilisé pour décrire l'idée était de la masse alliée à la vitesse. Et cela compte pour une raison géographique cruelle. Les pays baltes sont petits. Ils n'ont pas d'espace pour reculer. Si la Russie attaque, il n'y a pas le temps de réfléchir.
La défense doit être en place à l'avance. Alors, le béton retarde l'ennemi, fait gagner des minutes précieuses, et c'est le corps d'armée qui utilise ces minutes pour répondre. Et en mer, l'Occident a lancé une mission navale permanente, justement pour surveiller cette flotte de l'ombre qui coupait les câbles. Comme tu peux le voir, l'Occident a compris la manœuvre. Il a compris que la menace avait évolué et a agi sur deux fronts. Sur terre et en mer. Alors, voilà, tout est réglé, n'est-ce pas? Ce serait bien, mais la réponse n'est pas si simple. C'est là que réside la véritable tension de cette histoire. Parce que ce mur ne sera prêt qu'en 2028. Et même s'il était prêt demain, il y a une chose que le béton n'arrête pas. Il y a même un détail qui change tout. Ce câble coupé au fond de la mer, le tribunal a libéré l'équipage. Les drones qui survolent la frontière sont toujours présentés comme des erreurs de navigation. La loi sur l'invasion parle de protéger des citoyens. Tu vois ce que tout cela a en commun. Aucune d'entre elles n'est assez claire pour que quelqu'un puisse pointer du doigt et dire « Ça, c'est une attaque, on va riposter ». Et c'est là que se trouve la véritable cible de la Russie. Ce n'est pas le territoire balte. C'est quelque chose de bien plus difficile à défendre avec du béton. C'est la volonté de l'Occident de réagir. Réfléchis au fonctionnement de l'article 5 de l'OTAN. Il ne vaut que tant que tout le monde y croit. Le jour où la Russie coupera le câble et que l'Europe hésitera. Lâcher un drone et que l'Europe débattra pour savoir si cela compte ou non. Utiliser la loi pour envoyer des troupes. Et que la moitié de l'Alliance dira « Calmez-vous, nous n'allons pas déclencher une guerre pour ça ». Ce jour-là, l'article 5 ne vaudra plus rien. Sans qu'aucun char n'ait tiré un seul coup de feu. Et regarde, ce n'est pas une hypothèse. Ça vient juste d'arriver. À la fin du mois de mai, pendant une autre nuit, où la Russie lançait plus de 200 drones contre l'Ukraine, l'un d'eux a traversé la frontière, et il est tombé en Roumanie, pays de l'OTAN. C'était un Gérand 2, un drone russe chargé d'explosifs. Il a frappé un immeuble résidentiel dans la ville de Galați, à l'est du pays, et a explosé sur le toit. 2 blessés. Et pour la première fois, un immeuble où vivent des gens ordinaires a été touché sur le sol de l'OTAN. Et tu sais ce qui s'est passé ensuite? La réponse va te montrer comment cette guerre fonctionne vraiment. La Roumanie avait des chasseurs dans les airs avec la permission d'abattre le drone. Et malgré cela, il est passé. Les autorités roumaines ont déclaré que le drone avait peut-être été dévié après avoir été touché là-bas en Ukraine. Était-ce une attaque délibérée ou un accident de guerre? Peux-tu voir le schéma ici? Nous posons les mêmes questions. Il est impossible de dire avec certitude ce qui s'est passé ou qui a lancé l'attaque. Mais le drone russe a blessé des personnes sur le sol de l'OTAN. C'est un fait. Tu sais quelle a été la réponse de l'Alliance? Non. Ils n'ont pas activé l'article 5. Ils n'ont pas réagi militairement. Ils ont utilisé l'article 4, ce qui, en pratique, signifie « Réunissons-nous et parlons-en ». Ils ont donc convoqué l'ambassadeur russe. Ils ont publié une déclaration ferme condamnant l'imprudence. Et voilà. Regarde le signal que cela envoie à la Russie. Que l'on peut frapper un bâtiment de l'OTAN, blesser des gens, et que la réponse se résumera à une réunion. La ligne rouge a été franchie. Et rien de grave ne s'est produit. À chaque répétition, c'est plus facile la fois suivante. Ce qui était impensable devient juste une nouvelle de plus. Ça devient la nouvelle normalité. Et c'est ainsi, pas à pas, que la Russie a pris la Crimée en 2014, sans provoquer une guerre à grande échelle. C'est ça, la vraie guerre. Ce n'est pas une guerre de frontières, c'est une guerre du doute. La vérité, c'est que la Russie n'a pas besoin de vaincre l'Occident sur le champ de bataille. Elle a seulement besoin que l'Occident, à chaque incident, hésite un peu plus. Qu'il se divise un peu plus. Qu'il doute un peu plus qu'il vaille la peine de défendre un petit pays lointain. Jusqu'au jour où la promesse de défendre les pays baltes soit tellement rongée de l'intérieur que plus personne n'y croit. Ni la Russie, ni les Baltes eux-mêmes. Et c'est pour cela que ce mur est en train de s'élever maintenant. Pierre par pierre. Béton sur du béton. Les Baltes savent que le béton seul ne gagnera pas cette guerre. Mais il envoie un message qu'aucun drone ne peut effacer. Ici, on prend ça au sérieux.
Ici, le doute ne s'installera pas. Le vrai danger n'a jamais été le char qui s'annonce à la frontière des mois à l'avance. C'est le coup qui vient déguisé en accident. Les Baltes ne se défendent pas contre la guerre d'hier, la guerre de chars et de frontières. Ils se protègent, non, contre la guerre de demain. Une guerre qui ne cherche pas à prendre des terres. Elle veut, en réalité, briser la volonté de l'Occident de réagir. Et que personne n'arrive encore à prouver qu'elle existe. La guerre entre le Royaume-Uni et la Russie a déjà commencé. Non, je n'exagère pas, ce n'est pas une prévision. Les chefs du renseignement britannique l'admettent publiquement depuis des mois. Le chef du MI5, le service qui s'occupe du contre-espionnage au Royaume-Uni, a dit très clairement que la Russie est déterminée à semer le chaos et la destruction dans les rues britanniques. L'ancien chef du MI6 Richard Moore, l'équivalent britannique de la CIA responsable de l'espionnage à l'étranger, a été encore plus direct. Les services de renseignement russes, selon ses mots, sont devenus fous. Et le chef des forces armées britanniques a avoué dans une interview que la situation actuelle est plus dangereuse que tout ce qu'il a jamais vu dans sa carrière. Mais cette guerre n'est pas celle que vous imaginez. Elle ne voit pas de chars franchir les frontières. Elle n'apparaît pas dans les journaux du soir. Elle se déroule juste sous notre nez, en silence. Et c'est précisément pour cela que ça fonctionne. C'est pourquoi, en avril 2026, le Royaume-Uni a fait quelque chose que personne ne pensait voir se reproduire. Après plus de 2 décennies rangées dans un tiroir, Londres a ressorti le document le plus secret du gouvernement britannique. Un plan qui, pendant toute la guerre froide, contenait les instructions exactes pour transformer tout le pays en une machine de guerre en quelques semaines. Son nom est le livre de guerre du gouvernement. Et le fait qu'il revienne maintenant, à cet instant précis, c'est l'aveu officiel que Londres essayait de cacher à tout prix. L'ère de la paix est terminée. Selon les données compilées par le cabinet de conseil en risque Dragonfly, rien qu'en 2025, les attaques hybrides suspectées d'être menées par la Russie sur le territoire européen avaient déjà dépassé, en octobre, le total de tout ce qui s'est passé pendant toute l'année 2024. En septembre 2025, le pire épisode à ce jour s'est produit. Des essaims de drones russes ont survolé la Pologne. Des avions militaires russes ont violé l'espace aérien de l'Estonie, de la Roumanie, du Danemark et de la Norvège à la même période. C'était le moment où l'OTAN et la Russie se sont le plus rapprochés d'un affrontement direct depuis la guerre froide. Mais, comme aucun de ces incidents, isolés, n'était assez grave pour justifier une réponse militaire, l'Europe a fini par seulement proteste. Maintenant, si c'est la règle dans toute l'Europe, qu'est-ce qui se passe dans le pays qui s'est le plus opposé publiquement à Poutine depuis 2022, l'histoire la plus cinématographique de ce nouveau conflit, commence un jeudi, le jeudi 9 avril 2026. Le secrétaire à la défense britannique, John Healey, organise une conférence de presse d'urgence à Downing Street, le siège du gouvernement britannique. Il entre vêtu d'un costume sombre, d'une cravate sobre et commence à parler d'une voix maîtrisée, celle de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de lâcher une bombe. Et je révèle les détails d'une récente opération militaire menée par la Russie. Et en faisant cela, je fais cela pour exposer l'activité russe continue qui nous menace au Royaume-Uni et pour souligner notre état de préparation permanent à réagir. Healey raconte que pendant plus d'un mois, 3 sous-marins russes ont opéré en silence sous les eaux froides de l'Atlantique Nord, au nord du Royaume-Uni. L'un d'eux était un Akula, un sous-marin nucléaire d'attaque, l'un des plus grands que la Russie possède. Mais, selon les renseignements britanniques, l'Akula n'était qu'un leurre. Le véritable objectif de l'opération étaient les 2 autres. Les 2 autres étaient des sous-marins d'une unité russe appelée Goudi, la direction principale de la recherche en eau profonde. Mais le nom n'est qu'une façade. En pratique,
Ces sous-marins n'ont qu'une seule fonction, déclarée par Healy en des mots simples, cartographier l'infrastructure sous-marine en temps de paix et la saboter en cas de conflit. Et tu sais ce qu'ils étaient en train de cartographier? Des câbles. Des câbles sous-marins. Ces câbles en fibre optique qui courent au fond de l'océan, reliant le Royaume-Uni au reste du monde et par lesquels, tenez-vous bien, passent 99% de toutes les communications internationales de la planète. Vos conversations sur WhatsApp, vos transactions bancaires, vos appels vidéo, tout le contenu d'Internet, tout. Si ces câbles sont coupés, le Royaume-Uni ne perd pas seulement l'accès à Internet, il perd l'accès au système financier mondial, à la communication militaire, au fonctionnement même de l'économie moderne. L'opération britannique pour surveiller les Russes a été gigantesque. Il y a eu 450 heures de vol d'avions de patrouille, des milliers de milles nautiques parcourus par une frégate britannique et par des alliés norvégiens, et 500 militaires britanniques, impliqués jour et nuit pendant des semaines, dans des conditions que Healy lui-même a décrites comme extrêmement difficiles et traîtresses. Et lorsque les Russes se sont finalement retirés, le ministre a tenu à envoyer un message public. Direct, sans détour. Regardant les caméras, il a dit « Au président Poutine, je dis, nous vous voyons. Nous voyons vos activités sur nos câbles et oléoducs. Et toute tentative de les endommager ne sera pas tolérée et aura de graves conséquences. » Il y a 5 ans, une telle phrase aurait semblé tirée d'un film. Aujourd'hui, c'est un communiqué officiel du gouvernement britannique, mais les sous-marins Gouji ne sont qu'une des armes de cette guerre. L'autre est leur opposé en tout. Elle ne coûte pas des milliards, n'exige pas d'entraînement militaire, ni de technologie secrète. Et justement pour cette raison, elle est peut-être encore plus dangereuse. En octobre 2025, un juge britannique a condamné un jeune homme nommé Dylan Earl, âgé de 21 ans, à 17 ans de prison. Earl n'était pas un espion, il n'avait pas d'entraînement militaire, il n'était pas russe, c'était juste un petit trafiquant de drogue du centre de l'Angleterre qui était mécontent de sa vie. Il cherchait, selon ses propres mots adressés au psychiatre, un nouveau départ. Il a trouvé ce nouveau départ grâce à une chaîne anonyme sur Telegram appelée Private Bot. Ce canal, contrôlé par des agents liés au groupe Wagner, la célèbre milice de mercenaires russes, invitait les Européens à rejoindre la résistance contre les alliés de l'Ukraine. Le contrat était simple, mission payée en crypto-monnaie, sans visage, sans nom, sans signature. Earl a accepté. Il a reçu 5000 € en crypto-monnaie. Et en mars 2024, lui et son complice ont incendié un entrepôt dans l'est de Londres. L'entrepôt appartenait à un couple ukrainien qui expédiait des terminaux Starlink aux soldats en Ukraine. Le préjudice a dépassé 1 million de livres sterling. Et voici le point qui change tout. Earl n'a pas été un cas isolé. Il s'inscrivait dans un modèle. Un modèle que les services de renseignement occidentaux appellent l'Uber du sabotage. Au lieu de former des agents professionnels pendant des années, la Russie sous-traite désormais simplement le sale boulot. Elle recrute des criminels bon marché, paie en crypto via Telegram et ne réapparaît jamais. Si le type se fait attraper, la Russie nie tout. Si ça marche, personne ne peut prouver qui a donné l'ordre. Selon l'Institut britannique d'études stratégiques, plus de 50 actes de sabotage en Europe entre 2020 et le milieu de l'année 2025 suivent ce même schéma. Il y a eu des incendies dans des centres commerciaux à Varsovie, des incendies de bus à Prague, des attaques contre des centres logistiques répartis sur tout le continent. Tout a été organisé par message sur Telegram, exécuté par des délinquants locaux, payés en monnaie numérique. Mais c'est ici que l'histoire devient vraiment effrayante. Parce que cette guerre invisible ne touche pas seulement des entrepôts anonymes à l'est de Londres, elle atteint aussi les plus hauts niveaux du gouvernement britannique. Selon un rapport récent du Royal United Services Institute, le centre de recherche sur la défense le plus respecté du Royaume-Uni,
Des propriétés liées au Premier ministre lui-même, Keir Starmer, ont été la cible d'incendies soupçonnés d'être liés à la Russie. Des diplomates russes ont été surpris en train de tenter d'accéder à des zones restreintes du Parlement britannique. Et des chaînes Telegram liées à la Russie ont été prises en train d'inciter les Londoniens à commettre des attaques violentes contre des mosquées. Une tentative, selon les services de renseignement britanniques, d'enflammer le tissu social du pays de l'intérieur. Et lorsque le Royaume-Uni a tenté de réagir, de montrer sa force, de montrer qu'il n'allait plus accepter cela passivement, le résultat a été humiliant. Le 26 mars 2026, le Premier ministre Keir Starmer a fait une annonce pompeuse. Il a déclaré que, à partir de ce jour, la Royal Navy britannique était autorisée à arraisonner et à saisir les pétroliers russes de la soi-disant flotte fantôme. Ce réseau de plus de 1000 vieux navires, sans pavillon défini, que la Russie utilise pour vendre du pétrole en échappant aux sanctions occidentales. C'était une mesure agressive. C'était une réponse. C'était un message. Et tu sais ce qui s'est passé après ? Rien. Littéralement rien. Au cours des semaines suivantes, plusieurs pétroliers russes ont traversé tranquillement la Manche. L'un d'eux est passé escorté par une frégate de la marine russe, armée de missiles anti-navires. Savez-vous ce que la marine britannique a pu envoyer comme escorte ? Un simple navire-citerne auxiliaire. Sans armement, sans capacité offensive. Un journaliste du Daily Telegraph qui a couvert la scène a dû louer un bateau de pêche de 12 mètres pour pouvoir filmer, car il n'y avait aucun navire militaire britannique disponible. Le procureur général britannique, Lord Hamer, aurait bloqué l'opération par crainte de violer le droit maritime international. Autrement dit, le Royaume-Uni a autorisé publiquement, mais en interne, il a tout bloqué. Aucun navire russe n'a été saisi. Aucune cargaison n'a été confisquée. Rien. Mais le pire, ce n'était même pas l'opération ratée. Le pire, c'était la réaction. Le monde a commencé à rire. Donald Trump, lors d'une interview, a qualifié la flotte britannique de jouet. Le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, s'est ouvertement moqué de la grande et puissante Royal Navy. Et à Londres, des généraux britanniques ont commencé à admettre à voix basse ce qu'ils tentèrent de cacher depuis des années. L'armée britannique est aujourd'hui au plus bas depuis 200 ans. Et la marine britannique, qui a dominé les océans du monde pendant 3 siècles, n'arrive même plus aujourd'hui à verrouiller son propre canal. Et c'est là que réside le problème. Parce que le Royaume-Uni a passé les 30 dernières années à réduire la défense, à vendre du matériel militaire comme de la ferraille, à fermer des bases, à licencier des soldats. L'élite britannique croyait, avec une conviction presque religieuse, que la paix était l'état final de l'humanité. C'était un calcul. Comme vous l'avez sûrement remarqué, c'était une erreur de calcul. Nous arrivons maintenant à ce livre de guerre mentionné au début. Parce que c'est exactement dans ce contexte, des sous-marins espionnant des câbles, des criminels recrutés via télégramme, un premier ministre dont les maisons prennent feu, une marine humiliée, que le chef des forces armées britanniques, le maréchal de l'air Richard Knighton, a finalement fait l'annonce. Lors d'une conférence sur la défense à Londres, en avril 2026, il a confirmé « Le livre de guerre revient ». Ce document a été créé pendant la Première Guerre mondiale et constamment mis à jour jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Il comporte 16 chapitres et décrit avec une précision obsessionnelle comment transformer l'ensemble du Royaume-Uni. Villes, usines, hôpitaux, marchés, systèmes de communication, tout. D'une société civile en paix à une société en guerre. Total, en 28 jours maximum. Mais l'ancienne version de la guerre froide a été écrite en pensant à seulement 2 menaces, l'invasion soviétique et la guerre nucléaire. Quant à la nouvelle version, qui est en train d'être écrite en ce moment même, elle doit faire face à un ennemi qui attaque de façon que personne n'aurait imaginé en 1989. Des câbles sous-marins sont coupés, des réseaux électriques piratés, des toxicomanes recrutés via Telegram, des drones envahissent l'espace aérien de l'Europe et la désinformation se propage sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre.
Knighton a résumé ce tournant en une phrase qui fera la une des journaux pendant des années. La stratégie britannique n'est plus la défense. Maintenant, c'est la résilience. Et la résilience, selon lui, exige d'impliquer toute la société, pas seulement l'armée. C'est beau sur le papier, mais il y a un problème. Parce qu'impliquer toute la société exige des ressources. Et le Royaume-Uni, après 30 ans de coupe dans la défense, est très mal placé pour s'y mettre maintenant. Les chiffres sont brutaux. Mais, pour vous donner une idée, l'armée britannique compte aujourd'hui environ 70 000 soldats à temps plein. C'est son plus bas niveau depuis plus de 200 ans. Comme vu précédemment, la marine britannique peine à patrouiller ses propres eaux. Et le budget de la défense, qui est en train d'être augmenté par étapes, atteindra 3,5% du PIB d'ici 2035, la plus forte augmentation depuis la guerre froide. Mais il ne commencera réellement à arriver dans les caisses qu'à partir de 2027. Et c'est ici que nous arrivons à la question qui donne des frissons aux généraux britanniques, à la question que plus personne à Londres ne peut ignorer. Est-ce qu'il y aura assez de temps ? Est-ce qu'il y aura assez de temps pour reconstruire une armée qui a été détruite pendant 3 décennies avant que l'ennemi ne décide de lancer une véritable attaque ? Le Royaume-Uni est en retard. Et selon les mots du chef des forces armées lui-même, rattraper l'Europe maintenant va faire mal. Peut-être que le vrai changement ne réside pas dans les sous-marins, ni dans les lois, mais dans la mentalité des gens. Toute notre vie, nous avons grandi en croyant que la paix était l'état naturel des choses, et que la guerre, eh bien, c'était l'exception. Ce n'est plus le cas. En janvier 2026, les scientifiques du bulletin des scientifiques atomiques ont placé l'horloge de l'apocalypse à 85 secondes de minuit. C'est le point le plus proche de la fin que cette horloge ait jamais enregistré dans toute son histoire. Plus proche que pendant la crise des missiles de Cuba. Plus proche qu'il ne l'a jamais été. Et ce que le Royaume-Uni fait en ce moment n'est pas la réaction isolée d'une île européenne inquiète. C'est le signe qu'une civilisation entière réalise que l'ère confortable de la paix est terminée. Personne ne sait ce qui va arriver. Mais le Royaume-Uni s'est enfin réveillé. Dans une caserne en Allemagne, quelques années avant l'invasion de l'Ukraine, des soldats allemands s'entraînent en formation, sauf qu'ils ne tiennent pas des fusils. Ils tiennent des manches à balai, parce qu'il n'y avait pas assez de fusils. Dans l'entrepôt, voici l'armée du pays le plus riche d'Europe. Et comme si cela ne suffisait pas, en février 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, cette même Allemagne a fait sa première offre militaire à Kiev. 5000 casques. Le maire de la capitale ukrainienne a publiquement qualifié cela de plaisanterie. C'était le géant endormi de l'Europe. Mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, quelque chose a changé. Et la faute en revient à un seul homme. L'homme qui va le plus le regretter. Parce que Poutine, lorsqu'il a envahi l'Ukraine en 2022, avait une conviction. Il pensait savoir exactement comment l'Occident et l'Allemagne allaient réagir. Maintenant, pour comprendre ce qui s'est passé, vous devez savoir comment l'Allemagne a touché le fond. Après la fin de la guerre froide, en 1991, l'Allemagne a pris une décision. Elle a décidé que l'époque des grandes guerres était terminée, et elle a commencé à démanteler sa propre armée, année après année. Entre 2007 et 2017, le pays le plus riche d'Europe ne consacrait que 1,2% de toute la richesse qu'il produisait en une année à la défense. Pour comparer, n'importe quel pays membre de l'OTAN devait dépenser au moins 2%. Et les dégâts ont commencé à apparaître. En 2018, la force aérienne allemande comptait 128 chasseurs Eurofighter. Seulement 4 étaient opérationnels. Les 124 autres étaient cloués au sol. Au début de 2022, quelques jours avant l'invasion russe, le chef de l'armée allemande, le général Alphon May, a publié une phrase qui a fait le tour du monde. Il a dit qu'il avait les mains plus ou moins vides. Parce que pendant des décennies, l'Allemagne avait parié que maintenir des relations commerciales avec la Russie garantirait la paix. Du gaz russe, des contrats de milliards d'euros, un commerce important.
Mais ce pari a pris fin en février 2022. Et c'est là que le géant a commencé à bouger. Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. 3 jours plus tard, le chancelier allemand, Olaf Scholz, est monté à la tribune du Parlement et a annoncé un fonds d'urgence de 100 milliards d'euros par an, sur le champ, sans discussion. Il a appelé ce moment Zeitenwende. Ce qui signifie un changement d'époque. Le mot a fait la une dans le monde entier. Sauf que ce que Scholz a fait n'était qu'un début, car 2 ans plus tard, un homme appelé Friedrich Merz est devenu chancelier. Et Merz a fait ce qu'aucun chancelier allemand n'avait osé faire depuis 80 ans. Il a réécrit la constitution de l'Allemagne. Pendant des décennies, la constitution allemande comportait une règle appelée Schuldenbremse. Le frein à l'endettement limitait les dépenses du gouvernement, y compris pour l'armée. Merz a convaincu le Parlement de retirer les dépenses militaires de cette règle. Autrement dit, il a donné à l'armée allemande un budget illimité. Et alors, l'Allemagne a commencé à dépenser. Commençons par les airs, car c'est là que le changement est le plus choquant. L'armée de l'air allemande met à la retraite ses chasseurs Tornado, de vieux avions datant de l'époque de la guerre froide. Et elle achète des F-35. Le F-35 est le chasseur le plus avancé de l'Occident. Invisible pour la plupart des radars. Mais voici la partie qui compte. L'Allemagne participe au partage nucléaire de l'OTAN depuis les années 60, quand elle a reçu les premières bombes. Des 61 américaines. Et la mission de transporter ces bombes revenait aux chasseurs Tornado, qui sont en train de prendre leur retraite. À partir de 2030, le F-35 prendra le relais. Autrement dit, l'Allemagne modernise sa force nucléaire avec la technologie la plus avancée de l'Occident. Un pays qui a perdu une guerre mondiale il y a 80 ans, vole maintenant, avec les avions les plus avancés de la planète, prêt à engager un combat nucléaire si nécessaire. Et ce n'est pas tout. L'Allemagne est en train de développer, en partenariat avec d'autres pays européens, un chasseur sans pilote appelé Airbus Wingman. Piloté par l'intelligence artificielle. Autrement dit, le même pays qui, en 2018, n'avait que 4 chasseurs opérationnels, va maintenant avoir des chasseurs qui volent sans pilote. Maintenant, descendons au sol. L'Allemagne est sur le point de conclure le plus grand contrat militaire de son histoire. Le projet s'appelle Arminius. Le nom rend hommage à un ancien chef germain qui a vaincu les Romains il y a 2000 ans. Le contrat s'élève à 40 milliards d'euros. Et pour ce montant, l'Allemagne va acheter jusqu'à 1800 véhicules blindés de combat boxeurs. 1800. Pour te donner une idée, toute l'armée brésilienne possède environ 400 chars de combat. L'Allemagne achète plus de 4 fois ce nombre de véhicules blindés en un seul contrat. Et le plus intéressant, c'est qui les produit. L'entreprise s'appelle Rheinmetall. Pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale, personne en Allemagne ne voulait être vu en affaires avec elle. Être fabricant d'armes, c'était mal vu. Aujourd'hui, Rheinmetall vaut plus que Volkswagen à la bourse. Oui, tu as bien entendu. Une entreprise qui fabrique des chars vaut plus que le plus grand constructeur automobile d'Allemagne. C'est ce qui se passe quand la mentalité d'un pays entier change. Mais une armée moderne a besoin de plus que des chars et des avions. Elle a besoin de portée. Et c'est là que l'Allemagne corrige une lacune de 80 ans. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en raison de choix politiques et de restrictions d'après-guerre, l'Allemagne a toujours dépendu de ses alliés pour toute attaque sur un territoire ennemi lointain. Pour viser une cible à plus de 500 km, elle devait demander la permission. Maintenant, plus maintenant. L'Allemagne achète 400 missiles Tomahawk américains. Les Tomahawk ont une portée allant jusqu'à 2000 km. Autrement dit, tirés depuis le territoire allemand, ils peuvent atteindre des cibles en profondeur en Russie, y compris de grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est la capacité de frappe à longue portée que l'Allemagne n'a jamais eue, et elle est achetée à grande échelle. Mais voici le détail qui prouve que cette transformation est réelle, et la Russie le sait déjà. En juillet 2024,
2 ans après que l'Allemagne a engagé un véritable réarmement. Les services de renseignement américains ont découvert un plan en cours, un plan russe visant à assassiner Armin Papagé. Armin Papagé, c'est le président de Rheinmetall, l'homme qui produit les chars et les obus d'artillerie qui soutiennent l'Ukraine dans la guerre. Papagé était l'un des nombreux dirigeants européens de la défense ciblés pour être tués. Les services de renseignement américains ont averti le gouvernement allemand, qui a renforcé la protection. Le plan a été déjoué. Mais le message de la Russie était clair. Ceux qui fabriquent des armes contre la Russie deviennent des cibles. La Russie a compris avant les États-Unis et les pays d'Europe occidentale que le réarmement allemand est réel. Et elle essaye de saboter, d'intimider, de tuer. Sauf que le train est déjà parti de la gare. Maintenant, l'équipement ne fait pas une armée à lui seul. Une armée a besoin de soldats. Pour te donner une idée, l'armée allemande compte aujourd'hui 182 000 soldats. C'est un petit nombre pour un pays de 80 millions d'habitants. L'objectif de l'Allemagne est d'atteindre près d'un demi-million de militaires formés au cours de la prochaine décennie, en comptant les militaires d'active et les réservistes. Et les chiffres sont encourageants. En 2026, les candidatures pour l'armée allemande ont augmenté de 20% par rapport à 2025. Une génération entière d'Allemands, qui a grandi sans jamais penser à servir, frappe maintenant à la porte de la caserne. Le gouvernement remet également sur la table une idée qui avait été enterrée en 2011. Le service militaire obligatoire. Pendant 14 ans, servir dans l'armée allemande était facultatif. Maintenant, si le recrutement volontaire ne suffit pas, le pays l'imposera. Mais le geste le plus symbolique de tous n'a pas encore eu lieu. Regarde la carte de l'Europe. Continue vers l'Est. Tu vas trouver la Lituanie. Un petit pays, vraiment petit, qui partage une frontière avec la Biélorussie, l'alliée la plus proche de la Russie. En Lituanie, l'Allemagne vient de déployer une brigade entière, la 45e brigade blindée. 5000 soldats allemands jusqu'en 2027, à 150 km de la frontière biélorusse. Et voici le détail historique. Il s'agit de la première brigade allemande stationnée en permanence en dehors du territoire allemand depuis 1945. Pensez au poids de cela. 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, des soldats allemands sont de retour en Europe de l'Est. Mais cette fois, pas comme envahisseurs, mais comme défenseurs. C'est une image que beaucoup d'Européens plus âgés n'auraient jamais imaginé voir. Et aucun Russe ne s'y attendait. La seule question qui reste est la suivante. Avec tout cela, l'Allemagne sera-t-elle prête à temps ? En 2026, le journal allemand Die Welt, avec des analystes militaires et d'anciens officiers supérieurs, a réalisé une simulation de guerre, un jeu de guerre. Le scénario était le suivant. La Russie invente une crise humanitaire à Kaliningrad, un territoire russe entouré par la Lituanie et la Pologne. Elle utilise alors cela comme prétexte pour envoyer des troupes et envahit une ville lituanienne. Tu connais le résultat de la simulation ? En quelques jours, la Russie a pris la ville. L'Allemagne a hésité. L'OTAN a été trop lente. La Russie a gagné. Les militaires allemands ont pris le résultat au sérieux. Et le général Karsten Breuer, le chef de l'armée allemande, a fixé un délai officiel. D'ici 2029, l'Allemagne doit être prête pour la guerre. Parce que d'ici 2029, selon les renseignements allemands, la Russie aura reconstruit l'armée qu'elle a perdue en Ukraine. Et elle pourra tester l'OTAN. 4 ans, c'est tout ce que l'Allemagne a. Tu te rappelles comment on a commencé la vidéo ? Des soldats allemands s'entraînaient avec des manches à balai. 5000 casques offerts comme aide militaire. Le maire de Kiev a qualifié cela de plaisanterie. En 2022, c'était ça l'Allemagne. En 2029, le budget militaire allemand sera supérieur à celui de la France et du Royaume-Uni réunis. 7 ans. Même pays. Une autre échelle. Et maintenant, tu te souviens, au début de la vidéo, quand on a évoqué que Poutine avait cru
Qu'il savait exactement comment l'Occident et l'Allemagne allaient réagir à l'invasion de l'Ukraine? Alors, maintenant tu connais la réponse. Il ne pouvait pas plus se tromper. La bête allemande est en train d'être déchaînée et Poutine est celui qui a coupé les chaînes. Poutine pensait qu'en envahissant l'Ukraine, il affaiblirait l'Occident. Il pensait qu'une Europe divisée, avec une Allemagne pacifiste et dépendante du gaz russe, ne saurait pas réagir. Il a calculé que le temps jouerait en sa faveur. Il s'est trompé dans ses calculs. L'homme, qui voulait une Europe soumise. Maintenant, il va devoir affronter une Allemagne armée jusqu'aux dents, avec des chasseurs de 5e génération, des milliers de chars, des missiles capables d'atteindre Moscou et des troupes permanentes à la frontière de la Biélorussie. Tout cela, c'est lui-même qui a contribué à le construire, sans le vouloir. Et maintenant, il est trop tard pour défaire tout ça. Tout le monde a dit que l'OTAN sans les États-Unis serait un désastre. Ce qui me surprend avec l'OTAN, c'est que nous dépensons des billions de dollars pour l'OTAN. Pensez-y, des billions sur plusieurs années. De nombreux billions de dollars. Je ne suis pas vraiment content quand nous les aidons concernant l'Ukraine. Regardez, l'Ukraine serait tombée en un jour si nous ne les avions pas aidés. Des analystes, des journalistes, même des alliés ont douté. Et puis, l'Europe a réalisé le plus grand exercice militaire de l'Alliance en 2026. Sans un seul soldat américain aux commandes. Et cela a mieux fonctionné que tout ce que Poutine peut organiser aujourd'hui. Ce n'est pas une opinion. C'est ce qui s'est passé dans la Baltique en janvier et février de cette année. Vladimir Poutine fait ce pari depuis des décennies. Un pari simple, mais qui soutient toute la stratégie militaire russe en Europe de l'Est. Le pari est le suivant. L'Alliance occidentale parle vite et agit lentement. Au moment où un pays allié serait attaqué, les membres de l'Alliance se mettraient à débattre. Ils s'appelleraient. Il leur faudrait des jours, voire des semaines pour déplacer troupes, matériel et carburant. Et pendant ce temps, dans cette fenêtre de paralysie, la Russie aurait déjà obtenu ce qu'elle voulait. Ce n'est pas une théorie. C'est ce que confirmaient les propres jeux de guerre occidentaux. L'Alliance arriverait trop tard. Mais il y avait une question encore plus grande derrière tout cela. Une question à laquelle personne ne savait répondre. Des pays différents, avec des langues différentes, des armées différentes, des intérêts différents, peuvent-ils agir comme une seule force lorsque le moment l'exige? Cette question est restée sans réponse pendant des décennies, mais en vous, ce pari a été mis à l'épreuve. Le résultat n'a pas été celui attendu par le Kremlin. L'Alliance savait qu'elle devait résoudre ce problème. Et la solution a été quelque chose que peu de gens attendaient. En janvier de cette année, l'organisation a activé quelque chose qui n'existait pas il y a 2 ans. La force de réaction alliée, créée spécifiquement pour agir rapidement en cas d'urgence. Le concept est simple. Des troupes de plusieurs pays, déjà désignées à l'avance, entraînées ensemble, prêtes à se déplacer en quelques jours, pas en quelques semaines. L'exercice Steadfast Dart 2026 a été le plus grand test de cette force. Jusqu'à aujourd'hui, 10 000 soldats de 13 pays se déplacent en même temps, par terre, mer et air, de différents points d'Europe jusqu'en Allemagne. En quelques semaines. Pas en quelques mois. Cela n'avait jamais fonctionné comme ça auparavant. Et pour la première fois depuis longtemps, l'Occident ne faisait pas que promettre, il prouvait. Sans les États-Unis aux commandes, sous la direction de l'Allemagne. Et ça a marché. Enfin, l'Europe s'est réveillée. Et cela a prouvé que, lorsqu'elle décide d'agir, elle agit. Le ministre allemand de la Défense a suivi les manœuvres personnellement. Sa déclaration a été courte et directe. L'Alliance est unie et prête à agir. Ce n'était pas un discours, c'est ce qu'il a vu de ses propres yeux. Mais l'exercice a révélé quelque chose que nul communiqué officiel n'avait préparé le monde à voir. Essayez de deviner ce qui s'est passé ensuite. 20 février 2026. Mer Baltique, moins 5 degrés, tempête de neige, vent fort. Des conditions qui auraient paralysé toute force moins préparée.
Un drone a décollé du pont du navire de guerre turc, l'Anadolu. Il a survolé la mer gelée. Il a localisé une cible. Il a tiré 2 missiles de précision. Touché. Et il est revenu atterrir sur le navire tout seul, de façon autonome. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. C'était la première fois dans l'histoire de l'Alliance qu'un drone de combat a décollé d'un navire, a attaqué une cible en mer et est revenu. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Et c'est la Turquie qui a écrit ce chapitre, pas les États-Unis, pas le Royaume-Uni. La Turquie avec une technologie développée sur son propre sol, en mer Baltique, aux portes de la Russie. Cela a des conséquences dépassant le symbolique. Un drone relativement bon marché, opérant depuis un navire, oblige l'ennemi à investir dans des systèmes de défense de plus en plus coûteux, des ressources que la Russie, en ce moment, n'a tout simplement pas la possibilité de détourner de l'Ukraine. Et il n'y a pas eu que le drone. Lors du même exercice, des soldats espagnols ont plongé dans des eaux glacées pour préparer la côte avant le débarquement. Des chasseurs allemands ont balayé l'espace aérien. Forces spéciales turques et espagnoles ont débarqué d'un hélicoptère sur la plage sous couverture de tir. Tout était coordonné. Tout était intégré. 13 pays fonctionnant comme un seul organisme. C'est ce que Poutine a passé des décennies à dire, que cela n'arriverait jamais. Le secrétaire général de l'Alliance a annoncé ce chiffre en janvier de cette année. La Russie perd entre 20 et 25 000 soldats par mois en Ukraine. Par mois. Les estimations occidentales indiquent que depuis 2022, la Russie a déjà accumulé plus d'1 200 000 pertes, entre morts et blessés. La Russie et la Chine ne cessent de dire que l'alliance occidentale est morte, divisée et affaiblie. Pendant ce temps, 13 pays opéraient ensemble comme une seule armée, sans que personne n'ait besoin d'appeler les États-Unis pour demander la permission. Pensez-y une seconde. Pendant que l'Alliance s'entraînait à intégrer des drones, l'aviation et les forces terrestres, la Russie envoyait ses soldats contre les positions ukrainiennes, au prix de milliers de vies par semaine, isolés, sans véritables alliés militaires, recourant à des missiles nord-coréens et à des drones iraniens pour tenter de soutenir une guerre qui, selon le gouvernement russe lui-même, aurait dû se terminer en quelques jours, en 2022. Le pari de Poutine n'a pas échoué par accident. Il a échoué parce que l'Alliance a changé, et qu'il ne s'en est pas rendu compte à temps. Mais ce qui vient maintenant, c'est la partie que la majorité ignore. Le Steadfast Dart n'était pas un exercice, c'était une répétition. La force de réaction alliée va augmenter, les exercices vont s'intensifier. L'Alliance ne s'entraîne pas pour un scénario, elle s'entraîne pour chaque scénario. L'Europe qui dépendait à 100% des États-Unis pour sa défense appartient désormais au passé. Pas parce que les Américains sont partis. Ils restent le principal pilier de l'Alliance. Mais parce que l'Europe a finalement décidé de ne plus dépendre uniquement d'eux. C'est ce que Vladimir Poutine craignait le plus. Pas une alliance dirigée par les États-Unis. Une alliance qui fonctionne sans eux. Et la réponse à cette question restait en suspens pendant des décennies. Est-ce que des pays différents peuvent agir comme un seul ? Pour le moment, la réponse est oui. Et en février 2026, dans la mer Baltique, sous une tempête de neige et à -5 degrés, cette alliance a existé pour la première fois. De la pyramide de béton à la frontière de la Lituanie jusqu'aux chasseurs furtifs allemands. Du sous-marin espion dans l'Atlantique au drone turc au-dessus de la Baltique gelée. C'est la même histoire. Un continent qui a dormi pendant 30 ans, en croyant que la paix durerait toujours. Et qui maintenant lutte contre la montre pour se protéger. Ce que personne ne sait encore, c'est s'il y aura assez de temps. Poutine parie que non, l'Europe parie que oui. Et les prochaines années vont décider qui avait raison. Si cette analyse t'a permis de voir le monde différemment, laisse ton commentaire ci-dessous. Profites-en pour partager avec ceux qui ont besoin de comprendre ce qui est en jeu, et abonne-toi à la chaîne. Cette histoire ne fait que commencer. À la prochaine vidéo.